Marc vous pose deux questions. Une sérieuse et l'autre un peu moins. Nous allons retenir la question sérieuse, qui est la suivante. Après 7 années de discussion, la Suisse a définitivement rompu toute négociation avec l'Union européenne. Comment analysez-vous cette réplique du Brexit ? Alors, comme on me fait signe que je parle trop longtemps, je vais être assez court sur cette question. Je signale que je serai, je crois, c'est mardi prochain, je suis l'invité de Radio Courtoisie pendant 1 heure, mardi, je crois, de 20h à 21h, il me semble, pour parler spécialement de cette question sur la Suisse. Donc je renvoie les personnes intéressées à ce débat. On mettra les informations plus précises sur notre site et nos réseaux sociaux. Sur le fond du sujet, c'est pas exactement le Brexit, parce que tout le monde sait que la Confédération helvétique n'a jamais signé les traités européens, ne faisait pas partie de l'Union européenne. En revanche, elle était dans l'espace économique européen. Elle avait elle avait passé des accords en matière économique. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient décidées au niveau de l'Union européenne qui s'appliquaient à elle en matière économique. Elle a également été membre de l'espace Schengen. Donc, les souverainistes, les plus souverainistes des Suisses, qui sont un peu significativement importants, il y en avait quand même beaucoup qui trouvaient que déjà la Confédération helvétique avait déjà été passée sous les fourches caudines de l'Union européenne et avait perdu sa souveraineté. Là-dedans, ce que je note, c'est qu'il s'agissait, vous savez qu'il y a quand même des forces dans l'Union européenne et dans la Suisse, dans la Confédération helvétique, il y a des gens qui rêvent en Suisse que la Suisse entre dans l'Union européenne, qu'elle devienne le 28e membre. Heureusement, il y a une très grande tradition chez nos amis helvétiques, qui est une tradition d'indépendance et de souveraineté nationale. Je rappelle que c'est un pays... Moi, j'aime bien la Suisse. D'abord, moi, j'aime bien les pays étrangers de façon générale. Il y a toujours des tas de choses à apprendre sur ce qui se passe à l'étranger. Mais la Suisse, c'est un truc extraordinaire. Ça a commencé par 3 petits cantons, comme ça, au milieu des Alpes, en 1291, au mois d'août, je crois, 1er août 1291, et que ce sont des montagnards. Les montagnards ont toujours, à travers le monde entier, les montagnards sont toujours des gens, en général, je fais une petite généralité, vous priez de m'en excuser, mais les montagnards sont des gens en général solides, travailleurs, courageux, robustes, peu expansifs, c'est un peu des taiseux parfois, mais qui ont, quand ils ont une idée quelque part, ils l'ont pas ailleurs. Et donc ce sont des gens, et les Suisses défendent leur souveraineté nationale. Ils ont fait un pays qui est à nul autre pareil d'ailleurs, puisque, comme vous le savez, quand on demande quel est le chef d'État suisse, personne n'est capable de répondre, à peu près personne, même parce qu'en fait c'est une espèce de présidence tournante dans un conseil. Et moi je me pique quand même de bien connaître les questions internationales. Et j'avoue qu'en ce moment là, celui qui fait office de chef d'État parmi les conseillers fédéraux, j'avoue que je ne sais plus qui c'est. Donc on doit avoir des amis helvètes qui vont m'en vouloir, mais ça sera à tort parce que j'aime énormément la Suisse. C'est un pays extraordinaire. C'est un pays où vous avez encore des votations ici ou là, où on respecte le vote des gens. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a des forces économiques, financières, qui insistent pour que la Suisse intègre complètement l'Union européenne. D'autant plus que la Suisse est quand même aussi le paradis du capitalisme mondial. Il faut pas non plus l'oublier. Il y a aussi la Banque des règlements internationaux à Bâle. Il y a quand même des très grandes fortunes, des très grandes sociétés suisses. Comme la première d'entre elles étant Nestlé, quand même, comme vous le savez. Donc c'est un pays qui est d'ailleurs le lieu de grandes réunions internationales, notamment à l'ONU, mais aussi à Davos, etc. Donc c'est un pays pleinement intégré. Et c'est vrai que pour les totalitaires européistes, quand ils voient une carte de l'Europe avec avec la pièce manquante blanche, tout est bleu, mais il y a au centre une pièce manquante, comme quand il manque une pièce de puzzle, c'est la Suisse qui refuse d'entrer dans l'Union européenne. Eh ben, ça les défrisait quelque part. Donc, pendant des années, ils ont essayé de négocier. Et puis, si j'ai bien compris, ça s'est heurté sur un problème de circulation des personnes. Et ce qui est quand même remarquable, c'est qu'effectivement, le gouvernement suisse a laissé tomber. Il a dit zut. Moi, je trouve ça formidable, parce que les Français devraient quand même y réfléchir. La Suisse est un pays qui doit faire à peu près quelque chose comme 45 000 km², donc qui est... je dis ça au pif, peut-être que je vais me tromper, mais c'est à peu près
10 ou un 13e, 7% de la superficie de la France. C'est petit. La population suisse, ça doit être quelque chose comme ça, je dis à peu près de l'ordre de 9 millions d'habitants. Par rapport à 67, 68 millions d'habitants. Certains disent qu'en France, on serait 68 millions d'habitants en 2020. Donc c'est un petit pays en superficie, un petit pays en population. Eh ben c'est un pays qui dit zut à l'Union européenne, qui a sa monnaie qui, soit dit en passant, est une des monnaies les plus solides du monde, le franc suisse, qui est une monnaie refuge. C'est un pays qui, contrairement à une légende urbaine, ne vit pas du tout que des banques. Oui, il y a un secteur financier significatif, mais de mémoire, le PIB de la Suisse, le poids de la finance dans le PIB suisse, ça n'est jamais que de l'ordre de 12 ou 13%. C'est aussi un pays avec une industrie agroalimentaire, je parlais de Nestlé tout à l'heure, c'est un pays avec une industrie dans le matière mécanique, dans l'optique, dans les médicaments, les laboratoires pharmaceutiques, un pays industriel, un pays touristique. C'est un pays qui a quand même, à de nombreux égards, des leçons à nous donner. Et la première d'entre elles étant que c'est un petit pays qui est indépendant et qui entend le rester. Et comme vous le savez, je terminerai mon propos là-dessus en l'étendant, parce qu'il n'y a pas que la Suisse. Il y a une quantité de pays au monde qui sont petits, parfois minuscules, par rapport à la France, et qui sont indépendants et qui entendent le rester. Que ce soit Israël, que ce soit la Tunisie, que ce soit... Enfin, la Tunisie n'est pas petite, mais le Liban, par exemple. Le Liban, c'est 10 000 km². Le Liban, c'est 2 départements français en superficie. Le plus extraordinaire, d'ailleurs, c'est quand on voit des présidents de la République française se succéder, comme c'était le cas sous Chirac, et qui se succédaient en disant il faut absolument rétablir la souveraineté pleine et entière du Liban. Je suis pour. Enfin, souveraineté pleine et entière du Liban, c'est 2 départements français. On pourrait citer Singapour, on pourrait citer Taïwan, on pourrait citer Bahreïn, on pourrait citer le Paraguay, etc., etc. Donc tout ceci montre que ce qui compte, en fait, ça n'est pas d'être grand, c'est d'avoir la volonté d'être indépendant et souverain. Et aucune étude n'a jamais pu montrer qu'il y ait une corrélation entre la superficie ou le nombre d'habitants et la richesse par habitant. C'est même plutôt l'inverse. J'avais même montré plutôt l'inverse, qu'il y a en fait beaucoup plus de petits pays qui sont plus riches que de très grands pays. La question suivante vous est posée par Maxime Tremblay. Bonsoir. En tant que président de la République, accepteriez-vous une invitation de McFlop et Carlita ? Ça fait référence aux youtubeurs, je crois.